cette dernière conférence, on va réouvrir plus largement et on va regarder si on ne peut pas bonifier les mesures de réparation en dehors de l'offre de mode de règlement des différends. Donc, ce que Patricia et moi, on vous offre aujourd'hui, c'est vraiment de créer un outil qui est complémentaire pour indemniser le consommateur de services financiers, et ce, à partir d'un cadre existant et de ressources déjà engagées. Donc, pourquoi pas faire une pierre deux coups? Les observations et les réflexions qu'on vous présente aujourd'hui, elles sont embryonnaires, mais on trouvait que c'était important de, dès maintenant, les lancer pour alimenter la réflexion. Donc, un petit plan très simple là, en 4 parties. Je vais débuter avec la mise en contexte. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est l'objectif de la présentation. Je vous disais que c'est embryonnaire, alors ce qu'on fait, c'est qu'on lance aujourd'hui une réflexion collective par rapport aux moyens d'indemnisation qu'on va vous proposer. Donc, vous voyez cette conférence comme le début et non la fin. Et toutes vos suggestions, commentaires, réflexions seront les bienvenus pour nourrir notre analyse qui mènera peut-être à des propositions encore plus précises et à des écrits. Donc, pour faire cette réflexion, on a dû cibler. On a vu ce matin que les services financiers, c'est très large. Alors, nous, on vous ramène au fin de la conférence aux services d'investissement, donc des services de conseil en investissement qui peuvent être offerts dans le domaine des valeurs mobilières, de l'assurance et de la planification financière. Ces services-là, je le disais plus tôt, sont considérés comme étant de nature professionnelle et donc les intermédiaires, tant les entreprises que les personnes physiques, sont soumis à un cadre que j'ai envie de dire qui est plutôt robuste. Pour être encore mieux, mais qui est quand même déjà très robuste et qui comprend un contrôle du droit de pratique, qui comprend des normes déontologiques et un processus disciplinaire. Donc, avant d'entrer dans la proposition, il faut comprendre l'état des lieux. En ce moment, est-ce que les instances pénales, parce qu'on va étirer un petit peu notre conférence, et les instances disciplinaires ont la possibilité d'imposer comme sanction l'indemnisation des victimes aux intermédiaires financiers fautifs? Alors, quand on vous parle des instances pénales, on a regardé principalement les pouvoirs qui reviennent à l'autorité des marchés financiers d'intenter une action et de demander des sanctions de nature pénale à la Cour du Québec. Et pour les instances disciplinaires, notre regard s'est porté principalement sur 2 organismes d'autoréglementation, donc l'OCRI, je ne sais pas si j'ai besoin de le dire au complet, l'Organisme canadien de réglementation des investissements et la Chambre de la sécurité financière, qui ont des instances disciplinaires qui, elles, peuvent directement imposer des sanctions. J'avais envie de vous parler aussi là, du tribunal administratif des marchés financiers, mais en 15 minutes, ce n'est pas possible. Alors, on se reprendra pour ce point. Alors, ce qu'on constate d'abord, c'est qu'en ce moment, il n'y a aucun pouvoir explicite qui permet de demander ou d'imposer une sanction d'indemnisation pour l'intermédiaire financier qui serait fautif. Par contre, on remarque qu'il existe différentes dispositions qui ouvrent la porte au dédommagement du client directement. Alors, je vais attirer votre attention d'abord sur une mesure qui est prévue pour la Chambre de la sécurité financière, donc son comité disciplinaire peut obliger comme sanction le représentant à remettre une somme d'argent qu'il détenait pour le client, mais qui a disparu. Pour l'OCRI, ce qu'on retrouve comme possibilité, c'est que la formation d'instruction de l'OCRI peut imposer le remboursement des avantages financiers qui ont été générés par l'intermédiaire financier en raison du manquement déontologique. À l'heure actuelle, lorsque ce remboursement-là est ordonné, les sommes reviennent à l'OCRI, mais comme vous le savez probablement, il y a une politique là, qui est en développement pour que l'OCRI mette en place un processus à part du protocole disciplinaire pour pouvoir remettre certains des montants là, aux consommateurs afin de les indemniser, mais ce n'est toujours pas là, en place. Et enfin, toujours à l'OCRI, ce qu'on retrouve, c'est que lorsque les ententes sont négociées, donc pas lorsqu'on impose des sanctions dans un processus contradictoire, mais vraiment lorsque les ententes sont négociées, ce qui se fait quand même beaucoup au sein de l'OCRI, c'est possible d'ajouter une sanction d'indemnisation parmi les sanctions qui seront alors convenues entre les parties. Donc, on voit que ça arrive là, de façon occasionnelle. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que oui, il y a dans certains cas des dédommagements possibles, mais en ce moment, il n'y a pas de mesure qui permet de façon systématique et étendue d'indemniser le consommateur lésé. Merci Cynthia d'avoir planté le décor avec autant de finesse. Donc moi, je vais
nous lancer dans le vif du sujet en présentant donc la première proposition. Mais avant, je tenais à dire que ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous aujourd'hui et j'espère que les discussions que nous aurons vont approfondir dans nos connaissances collectives sur les défis et les perspectives en matière d'indemnisation du consommateur ou alors de l'investisseur lésé. Donc, la première proposition donc, aborde l'approche d'une régulation hybride ou encore mixte. Donc, elle s'appuie sur le modèle de la pyramide de la régulation de Braithwaite qui propose une approche graduée qui démarre avec des mesures légères comme des avertissements ou alors des amendes avant d'escalader donc vers des sanctions sévères en fonction du niveau ou alors de la persistance de la non-conformité. Donc, cette approche hybride-là repose l'idée que les infractions les plus graves doivent faire l'objet de sanctions pénales en parallèle donc des sanctions administratives afin de garantir une double pression sur les contrevenants. L'objectif ici est de mobiliser ce qu'on appelle la régulation réactive, donc en s'ajustant au comportement du régulé, en utilisant des outils de persuasion dans les premières étapes et en accentuant donc la pression en cas de récidive ou de violation grave. Pour concrétiser cette approche de régulation, nous avons pensé aux ordonnances de dédommagement qui sont inspirées du droit criminel. Donc, les ordonnances de dédommagement peuvent jouer un rôle essentiel en intégrant un volet de réparation des victimes au sein de la chaîne de sanctions. Donc, les ordonnances ont pour principal objectif de réparer les préjudices subis par les victimes à travers une compensation financière imposée donc à l'auteur de l'infraction. Elles sont encadrées donc par les articles 737 et suivants du Code criminel et s'inscrivent dans la dynamique où la réparation des torts est autant prioritaire que la sanction en elle-même. Donc, l'idée sous-jacente est simple. Si l'infraction a causé un dommage matériel ou corporel identifiable, il est juste que le contrevenant soit tenu de verser une somme correspondante donc à la victime. Cette approche est en ligne avec les principes internationaux en matière de justice pour les victimes, notamment la Déclaration des principes fondamentaux de l'ONU. Et le Canada, donc, à travers sa Charte des droits des victimes, adoptée en 2015, a réaffirmé ce droit en consacrant donc la possibilité pour toute victime d'obtenir une ordonnance de dédommagement, que le juge est tenu d'envisager au moment du prononcé de la peine. Donc, l'article 16 de la Charte prévoit cette obligation et l'article 17 garantit que l'ordonnance peut être inscrite comme jugement civil exécutoire si elle n'est pas honorée. Donc, cette approche vise non seulement à réparer le préjudice, mais aussi à réduire le recours à des procédures judiciaires longues et coûteuses, tout en favorisant donc la responsabilisation des contrevenants. Sur le plan procédural, les ordonnances peuvent être prononcées à la demande de la couronne ou du tribunal et sont souvent conditionnées à une probation ou alors à une peine avec sursis. Donc, par ailleurs, l'article 738 du Code criminel précise que le tribunal doit prioriser les ordonnances de dédommagement avant même d'envisager une confiscation ou une amende. Donc, cela témoigne donc d'une volonté réelle de mettre la réparation au centre même du processus pénal. Cependant, donc, il y a une limite importante qui doit être soulignée. Seules les pertes pécuniaires facilement déterminables peuvent donner lieu à un dédommagement. Donc, les tribunaux pénaux ne sont pas le forum approprié pour évaluer donc les préjudices immatériels comme la souffrance ou la douleur, ce qui relève plutôt du droit civil. Cette limitation est critiquée dans la littérature car elle restreint ici l'accès à la compensation juste pour certains types de victimes. Donc, cependant, il y a eu des réformes, notamment la loi 2021 qui vise à aider les personnes victimes des actes criminels, qui tendent à élargir donc la notion de victime et les types de dommages éligibles à un dédommagement. L'intégration des ordonnances de dédommagement dans un modèle de régulation hybride présente plusieurs objectifs. D'abord, cette approche vise à favoriser la réparation directe et rapide des préjudices subis par les victimes, en complément donc des sanctions administratives ou disciplinaires. Et par ailleurs, ce cadre encourage la responsabilisation des acteurs financiers en les incitant donc à des comportements plus conformes à la loi et aux normes éthiques. Donc ici, on va chercher vraiment la version thérapeutique, la portion thérapeutique et réparateur des ordonnances de dédommagement. Donc finalement, cette méthode permet aussi d'éviter une surcharge du système judiciaire tout en augmentant donc l'efficacité du régulateur financier
qui va disposer à ce moment-là d'une gamme d'outils mieux adaptés donc, pour faire face à la diversité des infractions rencontrées dans le secteur. Pour opérationnaliser l'intégration des ordonnances des dédommagements dans la régulation des services d'investissement, plusieurs scénarios sont envisageables. Et parmi ces scénarios, donc, il y aurait la possibilité d'intégrer les ordonnances de dédommagement directement dans la loi sur les valeurs mobilières. Donc, le régulateur pourrait donc demander donc, de prononcer donc, ces ordonnances de dédommagement. Cela va permettre d'éviter les procédures judiciaires complexes et de rendre ces ordonnances plus accessibles et rapides, comme je le disais tantôt. Donc, actuellement, la LVM prévoit donc une gamme de sanctions, dont les amendes importantes, les peines d'emprisonnement, mais ces sanctions sont principalement punitives et dissuasives. Elles ne prennent pas en compte de manière adéquate les besoins des victimes de ces infractions-là. L'intégration dans la LVM va offrir un cadre réglementaire cohérent dans lequel les sanctions administratives seraient combinées avec des mesures de réparation. Par contre, pour garantir une application efficace de cette proposition, il serait nécessaire de définir avec précision les conditions et les limites de ces ordonnances. Donc, par exemple, dans les types de préjudices admissibles, les modalités de calcul du quantum et le recours en cas de non-paiement. Toutefois, cette approche nécessiterait donc une réforme législative en profondeur. Et parmi les limites, donc, bien évidemment, il y a les coûts pour le régulateur et également parce que superviser un mécanisme de réparation graduelle pourrait donc poser beaucoup de coûts. Merci pour le temps, j'essaye de courir. Et également la longueur des procédures, parce qu'il faudra déterminer précisément le montant des dédommagements, surtout pour les pertes financières. Ça peut être complexe. Donc, ça peut être également une tâche longue et délicate. Je vais laisser la parole à Cynthia pour l'autre proposition. Merci beaucoup, Patricia. Donc, Patricia vient de vous proposer une proposition, je devrais dire, qui consiste principalement à intégrer en droit pénal financier l'ordonnance de dédommagement qui est prévue en droit criminel. Alors, moi, de mon côté, ce que je vous propose, c'est de s'inspirer de l'ordonnance de dédommagement pour l'intégrer à notre façon dans le processus disciplinaire des OR. Alors, plus spécifiquement, la proposition est de prévoir la possibilité pour les instances d'indemnisation de l'OCRI et de la Chambre de la sécurité financière d'imposer parmi toutes les sanctions disciplinaires qu'elles peuvent, notamment l'indemnisation du consommateur lorsqu'il y a un manquement déontologique. D'où vient cette inspiration? Elle nous vient d'une sanction similaire qui est possible d'être imposée par l'instance disciplinaire de la FINRA. Donc, FINRA, c'est un organisme d'autoréglementation qui est analogue un peu à l'OCRI qu'on retrouve ici au Canada. Et parmi son bouquet de sanctions, non seulement on retrouve la possibilité d'indemniser le consommateur, mais lorsque les représentants de la FINRA s'adressent au public ou parlent devant différents gens de l'industrie, ils sont fiers d'annoncer que c'est une de leurs missions premières, ou du moins que c'est l'objectif qu'ils souhaitent vraiment atteindre, donc sanctionner, mais d'indemniser par la sanction. Alors, si on voulait matérialiser le tout, comment on pourrait le faire? Alors d'abord, on pourrait penser que c'est un processus qui se ferait directement dans l'instance disciplinaire et que cette sanction-là pourrait soit être soulevée, donc à l'initiative de l'enquêteur ou de l'équipe qui va déposer là, devant le dossier disciplinaire, là, devant l'instance. Donc, ce ne serait pas à l'initiative du client. On ne veut pas venir ici alourdir le système, ça se ferait déjà là, dans le système actuel. Et ça pourrait être fait lorsque c'est approprié. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les bonnes conditions? D'abord, il faut qu'il y ait un client identifiable. On ne peut pas parler de préjudices qui ont été causés à la société dans son ensemble. Il faut vraiment qu'on ait un client, un consommateur ou des consommateurs qui ont subi un préjudice. Ensuite, il faut qu'on ait une perte pécuniaire. Donc, les dommages moraux ici, le stress subi et l'indemnisation pour ça ne seraient pas considérés. Et il faut que cette perte pécuniaire-là soit facilement quantifiable. Alors, quand on parle de facilement quantifiable, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau de la FINRA, on parle de pertes qu'on peut quantifier à la suite d'un formulaire qui a été complété par le client et de quelques documents de nature souvent financière là, qui auraient été joints là, avec le formulaire. Enfin, il y a bien sûr un lien de causalité qui est nécessaire. Il faut que la perte ait été causée par le manquement déontologique de l'intermédiaire qu'on vient sanctionner avec l'instance disciplinaire. Donc, bien simplement, là, cette proposition, en quoi elle consiste? On vous dit que quand ces conditions-là sont rencontrées et lorsque la sanction disciplinaire permet de venir prévenir le comportement déviant de se
reproduire, et l'instance disciplinaire devrait avoir la possibilité d'imposer l'indemnisation du consommateur. Ce qui nous amène déjà, hein, c'est rapide, 15 minutes, à nos constats et conclusions. Patricia et moi, on a regardé nos deux propositions. On a aussi pris en considération la proposition là, qui est sur la table de l'OCRI. Et il nous semble que celle qui est la plus prometteuse, c'est vraiment de permettre aux instances disciplinaires d'imposer une sanction là, dans le processus même déjà établi. Pourquoi ça nous apparaît plus prometteur? D'abord, ça vise les mêmes objectifs d'indemnisation, mais ça permet d'intervenir directement à une première infraction sans s'inscrire dans une pyramide là, de sanctions, là, comme vous expliquait là, Patricia précédemment. De plus, c'est la proposition qui permet d'intervenir dans une plus large fourchette de situations et permet une indemnisation plus étendue que ce qu'on pourrait retrouver notamment avec le programme qui est en réflexion actuellement au niveau de l'OCRI. Cela étant dit, tout n'est pas rose. Hein. Avant de mettre en place et de changer les lois là, pour imposer, ou permettre, je devrais dire, cette possibilité de sanction, il faut réfléchir à certains éléments. Alors, il faudra réfléchir davantage au fardeau qu'on va imposer aux instances disciplinaires. L'objectif ici n'est pas d'alourdir indûment la tâche des OAR, de leurs enquêteurs et de leurs instances disciplinaires. Alors ici, ce qu'on propose, c'est d'aller voir plus en détail le processus interne, notamment de FINRA, mais on pourra en voir d'autres, pour comprendre les éléments clés, la fluidité du processus et s'en inspirer pour bien outiller nos OAR avant d'aller de l'avant avec une telle mesure. Ensuite, il faut réfléchir aussi aux enjeux qui touchent le recouvrement par les consommateurs qui verraient une sanction être imposée là, ou à l'intermédiaire financier pour être indemnisé. En ce moment, au niveau de la FINRA, le paiement se fait principalement directement de l'intermédiaire auprès du consommateur. Là, il y a d'autres mesures, mais c'est celle qui est la principale. Et ça ne semble pas soulever des enjeux plus importants que dans d'autres secteurs là, en matière de recouvrement. N'en demeure pas moins que quand vient le temps d'aller chercher de l'argent, il y a toujours des écueils. Alors, il faudrait creuser. Et le dernier élément, mais non le moindre, c'est un élément qui est plus théorique, qui est plus conceptuel, mais on peut se demander, est-ce que c'est le rôle des instances disciplinaires d'indemniser le consommateur? Est-ce que ce n'est pas davantage le rôle de nos instances civiles et des sanctions civiles? Alors, je vous dirais qu'au niveau de la FINRA, ce n'est pas un enjeu qui a été soulevé. Pour eux, ils peuvent le faire et ils le font abondamment. Donc, dans les dernières années, c'est 25 millions de dollars par année qui ont été imposés en dédommagement. Pourquoi on soulève le questionnement? Parce que quand on regarde plus largement le portrait, on voit qu'aux États-Unis, au niveau du droit disciplinaire des avocats, les cours ont déterminé que les barreaux et leurs instances disciplinaires ne pouvaient pas imposer de dédommager le consommateur pour les préjudices subis parce que ça allait au-delà du droit disciplinaire. Alors, il faut quand même se poser la question et y réfléchir. Et sur ce point, en terminant, je vous dirais que si au Canada, on a décidé qu'en droit criminel, on faisait une place importante à la réparation des victimes, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire au niveau disciplinaire? Peut-être que ça demande un plus grand changement législatif, un changement peut-être de la culture, mais c'est quand même à réfléchir. Et tout ça, je voudrais vous dire au Québec, c'est directement en lien avec la mission de l'Autorité des marchés financiers. Alors, je laisse Patricia conclure. Donc, au demeurant, donc, les deux propositions que Cynthia et moi nous avons présentées suggèrent donc l'ouverture à l'indemnisation, pose une question essentielle ici. Donc, dans quelle mesure ces mécanismes-là peuvent s'inscrire dans une approche de justice réparatrice orientée vers la réparation et la réhabilitation? Donc, toute la journée aujourd'hui, on a beaucoup parlé de règlements, de différents. On a parlé de la justice qui doit centrer donc le consommateur et l'investisseur au centre. Ça doit être le consommateur et l'investisseur doit être le sujet même de tout ce qu'on a proposé aujourd'hui. Et moi, j'ai moins entendu parler de la justice réparatrice, qui est également un moyen, qui pourrait également un moyen à une voie, donc un terreau favorable à explorer pour cet aspect-là. Donc, généralement, on va comparer la justice réparatrice à la justice rétributive, la justice rétributive qui met l'accent sur la punition individuelle et la rétribution, alors que la justice réparatrice promeut ce qu'on appelle donc la gouvernance participative, car elle repose donc sur une délibération collective entre les différentes parties affectées pour décider ensemble des mesures à prendre à la suite d'une infraction. Donc le résultat est simple, c'est, je ne vois pas.
prévenir les récidives, je vois pas très bien. Prévenir les récidives et restaurer donc la confiance dans le secteur financier. J'aimerais rapidement finir avec un message d'espoir et puis pour clôturer en beauté dans cette journée. Donc je vais reprendre ici une métaphore prise dans la littérature. Le crime ou alors l'infraction crée un vide que seule la justice peut combler. La justice rétributive remplit partiellement ce vide, mais laisse d'importants besoins des victimes et de la communauté insatisfaits. La justice réparatrice, quant à elle, va remplir ce vide-là jusqu'au sommet en répondant aux besoins de toutes les parties concernées. Et en poussant même cette métaphore un peu plus loin, la justice réparatrice ne se contente pas de remplir le vide, mais elle va inviter les parties à planter une graine dans ce vide-là pour qu'émerge quelque chose de nouveau et de positif. Donc, je vous remercie pour votre attention.